voudrais parler du langage du corps. Dans les problématiques, qui est toujours la même, c'est celle du visuel et de l'audio. Il est clair que quand on est dans la caverne, quand on est aveugle, en tout cas, il n'y a pas de langage du corps. En tout cas, pas entre ceux qui sont aveugles. Ce qui est un autre problème si c'est l'aveugle face à quelqu'un qui ne l'est pas. Mais de manière générale, dans une société qui vit dans l'obscurité, dans la caverne, comme on dit, on parle aussi de l'homme des cavernes, qui semble indiquer qu'ils ne vivent pas vraiment en plein jour et donc en pleine lumière, et donc ils n'ont pas forcément eu à développer leur capacité de vision, et notamment de voir loin, de voir large. Donc eux, leur langage, c'est le langage oral, c'est l'oralité. J'ai remarqué, là j'étais donc à la série Mania, chaque midi il y avait des marathons sur des pièces comiques. Et les gens adorent pouvoir rire, comme ça on entend tout le temps des rires. C'est une sorte de caverne d'ailleurs, on est dans une salle obscure, et on nous passe des films soi-disant drôles, les films souvent étrangers, américains souvent, et il faut rire, et c'est très agréable de rire, et d'entendre rire, etc. Donc voilà, on reconstitue tout à fait la société de la caverne, de la grotte. On ne voit pas grand-chose, on ne se voit pas dans la salle, mais on entend des rires, et donc on est dans l'oralité, on est dans l'audio. Alors moi personnellement, je voudrais franchement, j'ai horreur du rire. J'ai horreur du rire, ça me dit rien du tout, et je pense que c'est normal parce que je suis un homme et pas une femme. Par contre, donc moi ça me plaît pas le rire, ça ne me fait pas quelque chose. Voilà. Ça m'énerve plus qu'autre chose. Et on a remarqué d'ailleurs que dans les réunions comme cela, c'est surtout les femmes qui rient et ça ils sont une sorte d'excitation, elles rient. Et c'est comme si on les chatouillait. Bon. Donc ça, c'est un monde féminin et ça fonctionne comme ça. Donc là, je suis en train de parler du langage du corps. Donc le langage du corps ne peut exister qu'en pleine lumière. En tout cas, quand on voit l'autre. Et à ce moment-là, il n'a plus à parler. Il doit s'exprimer autrement. Et c'est là le problème, il y a des personnes qui, parce qu'elles sont justement aveugles, que ce soit un véritable aveuglement, d'ailleurs le mot aveuglement veut bien dire ce qu'il veut dire, un aveuglement c'est pas quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, qui ne veut pas voir, on parle de cécité mentale, et quelqu'un qui est descendant d'une lignée d'aveugles, comme je crois les gens qui sont issus de la caverne, continue à avoir un fonctionnement d'aveugle, même quand ça n'est plus le cas, même quand l'environnement ne se prête plus à la caverne. On peut donc avoir un comportement de caverne, même quand on ne vit pas dans la caverne, mais néanmoins, comme je viens de le dire, on peut aussi retrouver, rechercher le climat de la caverne, par exemple, dans les salles de cinéma, entre autres. Que ce soit la cinémathèque ou dans les... En tout cas, il y a tout un monde, il y a tout un peuple de la caverne qui hante ces salles, par millions. Et donc c'est une sorte de régression vers la caverne, mais ce n'est pas vraiment une régression, puisque ça correspond profondément à un instinct ancestral atavique, chez les femmes, ou chez des hommes qui ont un problème génétique. Alors, euh, le langage du corps a autant d'importance que cette fameuse oralité dont je viens de parler tout à l'heure. À condition, bien entendu, d'entendre le mot langage du corps de façon relativement large. Par exemple, faire l'amour, c'est du langage du corps. C'est une évidence, mais je le rappelle quand même. S'exprimer par le corps, ça peut vouloir dire marcher, ça peut vouloir dire danser, ça peut vouloir dire faire du sport, ça peut vouloir dire parler, effectivement. Là, par exemple, je parle, j'ai mes mains qui bougent, etc., comme dans bien des sociétés, notamment méditerranéennes. Mais c'est aussi dans le domaine amoureux, dans le domaine, ce qu'on appelle le domaine physique. Alors,
domaine physique, c'est quand même un domaine visuel finalement. Par exemple, les astres, on les voit, les astres. On les voit, on les observe, soit à l'œil nu, soit au moyen de télescopes. On a aussi des microscopes, d'ailleurs le mot scope, quel que soit télescope, microscope, c'est le mot qui veut dire voir en grec. Hein. On trouve d'ailleurs aussi dans le mot horoscope. Et donc là, on est dans le visible, mais c'est aussi le mouvement, c'est aussi le langage du corps, c'est aussi un mouvement. Ce n'est pas simplement une visibilité statique, ça peut être quelque chose de tout à fait dynamique, le langage du corps. D'ailleurs, en vérité, bien sûr qu'il peut y avoir un langage du corps où on ne bouge pas, on est comme ça, en une sorte d'instantané, comme devant une photographie, mais la cinétique, celle de la caméra, celle du cinéma, du film, c'est au contraire quelque chose qui bouge. Donc, le visuel, ça bouge, ça bouge. Et donc, l'homme a besoin de bouger, de mouvoir son corps par toutes sortes de moyens, dont, effectivement, le rapport physique. Alors, effectivement, dans le rapport physique entre un homme et une femme, chacun communique à sa façon. Et il faut aussi parler le langage de l'autre. C'est fondamental. Toute forme de symbiose, toute forme de coexistence entre différentes communautés implique tout de même de partager, de connaître le langage de l'autre. Il y a d'ailleurs un problème par rapport à la société israélienne, par exemple, où les Arabes israéliens parlent le plus souvent l'hébreu, et où les Juifs israéliens connaissent très très mal l'arabe. Bon, ça, c'est pas normal. Quand on cohabite, il faut parler le langage. Bon, c'est une parenthèse que je fais comme cela, mais enfin, j'ai toujours été frappé par cela. Les billets de banque sont dans les deux langues, les noms des avenues et des rues sont dans les deux langues, mais par contre, les gens ne parlent pas les deux langues. Alors, on dirait qu'en Belgique, c'est la même chose, mais enfin, malgré tout, je pense que beaucoup de Belges parlent à la fois le flamand et le français, bon, et valable aussi pour la Suisse. En tout cas, quelqu'un qui vit dans un pays où il y a plusieurs langues doit connaître ces différentes langues. Et dans le cas de l'arabe en France, effectivement, je pense qu'il serait tout à fait souhaitable que les étudiants, les élèves en français apprennent l'arabe, puisque l'arabe fait partie du paysage audio français. C'est un fait. De toute façon, c'est toujours une bonne chose d'apprendre des langues étrangères. Enfin, des langues étrangères, en tout cas des langues qui ne sont pas celles qui sont maternelles, même si elles ne sont pas vraiment étrangères, stricto sensu. Il faut faire attention aux termes aussi. Le langage du corps, c'est un langage donc, que l'homme exprime, mais alors évidemment, si on ne sait pas lire ce langage, c'est quand même un problème. Hein. Si je parle une langue et que l'autre ne comprend pas ma langue, on ne va pas très bien. Donc effectivement, forcément, là, il y a un problème de culture. La femme doit apprendre à apprécier le langage du corps de l'homme, c'est-à-dire à le décoder, à le déchiffrer. Puisqu'il ne parle pas nécessairement. Cela dit, il peut aussi parler, mais il peut aussi apprécier le langage oral de la femme. Voyez-vous, donc il y a une nécessité de participer, de comprendre les valeurs et les modes d'expression de l'autre sexe ou de l'autre monde entre différentes communautés. Respecter les valeurs de l'autre, mais être aussi capable de les apprécier. Une femme doit être capable d'apprécier les qualités de langage du corps de son partenaire. Elle doit être sensible à cette présence masculine, cette présence du corps. L'homme, instinctivement, de toute façon, est sensible à la présence physique de la femme, de toute manière. Mais ça, c'est de son point de vue à lui. Il est très sensible puisqu'il est visuel. De même que la femme est souvent très sensible à la parole de l'homme, à la façon dont il s'exprime. Mais ça n'est pas le langage du corps. Et vouloir réduire l'homme à la simple parole, ce ne serait pas tout à fait équilibré, puisque l'homme, lui,
son mode d'expression naturel, je dirais presque maternel, viscéral, ce n'est pas le langage de l'oralité, c'est le langage du corps. Maintenant, passons à un autre aspect des choses, un aspect épistémologique. Le langage du corps, il est relativement plus simple, on me concédera ce point, que le langage de l'oralité. On ne peut pas nier le fait que on ne peut pas raconter énormément de choses par le langage du corps. Même s'il y a des mimes, des pantomimes, etc. Je pense aux mimes Marceau. Donc, là aussi, il y a une différence épistémologique très intéressante. L'homme est dans une sorte de simplicité dans ses signifiants. C'est un peu comme l'histoire de la règle des trois unités au théâtre au XVIIe siècle. Il y a des limitations, il n'y a pas énormément de possibilités. Alors que le langage de l'oralité, il peut passer par des centaines de synonymes, d'expressions diverses, etc. Il est florissant, il est luxuriant, il est foisonnant. Donc on n'a pas, au niveau quantitatif, on n'a pas la même chose. Et je dirais que les gens qui sont marqués par le féminin, et je pense beaucoup aux homosexuels, sans vouloir faire de polémique, mais il faut reconnaître qu'il y a des homosexuels qui sont là et ils partagent des valeurs qui sont celles des femmes, souvent. C'est comme ça. C'est-à-dire ce qui les caractérise quelque part. Eh bien, ces homosexuels sont fascinés par la complexité, par exemple. Je pense notamment à mes collègues astrologues, parce que je connais très bien ce milieu dans lequel j'ai été formé depuis près de 50 ans. Et on voit bien qu'il y a des astrologues qui sont absolument fascinés par la complexité. Pourquoi? Parce que cette complexité, c'est celle de l'audio, justement. Et ils sont très audio. Et d'autres chercheurs, eux, se méfient complètement et systématiquement de cette complexité. Et ne cherchent pas du tout à l'appréhender parce qu'ils sont perdus dans cette complexité et qu'ils n'y s'y retrouvent pas. Et je dirais que d'une certaine manière, la science, alors il y a une science féminine et une science masculine. Alors, les sciences féminines sont on appellerait ça plutôt des pseudo-sciences. Ce sont des sciences qui vont s'intéresser à l'individu, aux particularités de l'individu, avec des modèles qui sont protéiformes, qui sont un peu alambiqués, un peu usine à gaz, etc. Et qui sont en phase avec cette oralité, cette luxuriance de l'oralité. Et puis il y a les sciences dures, si on peut dire, mais ça veut aussi pouvoir concerner un certain nombre de sciences sociales, où il y a des lois quand même assez simples, il y a des classements, il y a des catégories. On n'est pas dans le cas par cas, dans le particularisme du jour, parce qu'il y a des gens qui se vivent au jour le jour carrément. C'est-à-dire que chaque jour est une unité particulière, chaque individu est une unité particulière, et incomparable quelque part. Et en revanche, l'observation, le mot observation me paraît intéressant, l'observation du monde nous conduit à percevoir des récurrences, des choses qui reviennent, plutôt que de percevoir uniquement des cas spécifiques, des cas particuliers. Voyez-vous? Donc là aussi, épistémologiquement, on n'a pas le même mode cognitif selon qu'on est dans l'audio ou dans le visuel. Moi-même qui suis très visuel, je suis intéressé par des choses qui reviennent, par des choses qui sont récurrentes, par des statistiques, par des quantitatifs. Même si je ne néglige absolument pas le qualitatif par ailleurs. Bon, mais c'est un autre problème. Au niveau des très grands chercheurs, des très grands artistes, dont il faut reconnaître la qualité remarquable, le génie particulier. Mais pour l'instant, restons là. L'observateur, c'est quelqu'un qui regarde le monde globalement. Donc c'est la fameuse hors de la caverne. On voit le monde, on voit le panorama. Panorama, pan veut dire tout. Et on capte des grandes vérités, des grands phénomènes, des grandes lois, visuellement. Donc voyez-vous, il n'y a pas de contradiction. Le langage du corps est
limitée, mais l'observation du monde nous amène aussi à une approche réductrice des choses, à une approche plus globale. Voyez-vous ? Donc là, je suis en train de vous montrer qu'il y a deux approches scientifiques cognitives du monde, qui l'une est influencée, marquée par la démarche auditive, orale, de la parole, et l'autre qui est marquée par une démarche visuelle, qui est une démarche du mouvement aussi, parce que le mouvement, c'est aussi le cycle, c'est aussi des choses qui reviennent, mais qui reviennent, ça veut dire quoi qui reviennent? C'est-à-dire qui passent par un cycle, comme par exemple le cycle du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver. Ça revient, donc il y a un mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui est capté visuellement, notamment. Donc on capte à la fois des récurrences spatiales, mais aussi des récurrences dans la cyclicité du temps. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.